7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majeran, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Marie. Donc place à cette chronique voyage. Alors avant de parler de Syrie qui est notre sujet, vous revenez tout juste d'Ouzbékistan et puis d'Istanbul. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de ces deux destinations quand même franchement chouettes? Avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai eu la grâce, c'est pendant ces ponts là de début mai, à la fois d'accompagner un voyage privé d'ailleurs d'un groupe d'amis de Sanary. Moi-même je suis peut-être de Toulon, enfin en tout cas j'ai des attaches dans le sud. Et donc, c'est un groupe d'amis qui nous confient chaque année leur voyage. Et ils ont décidé de partir là, en ce début de mois de mai, en Ouzbékistan, en Asie centrale. C'est un voyage absolument fascinant. Tout le monde est revenu ébloui, comme chaque fois, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est très beau, c'est un grand dépaysement. On est dans ces pays des stans, les anciens Turkestan, d'ailleurs, comme on les appelait sous l'empire tsariste russe. Et donc, l'Ouzbékistan fait partie de ces pays très intéressants, l'un des plus peuplés, l'un des plus stables, le plus stable sans doute, où la population est absolument charmante, gentille, éduquée, calme, un accueil vraiment extraordinaire, je dois dire. Et puis, toutes ces villes qui sont magnifiques, avec ces dômes bleu turquoise, bleu indigo, toutes ces céramiques qui remontent presque pas à la nuit des temps, mais presque. Et donc c'est vrai qu'en allant en Asie centrale, on évoque tous ces grands conquérants que sont Gengis Khan, Tamerlan, et c'est ce que nous avons fait bien sûr. Ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on retrouve toujours encore des églises catholiques. Nous avons pu assister à la messe dans la bonne ville de Boukhara, qui est une ville absolument splendide, vraiment très très belle. Et donc une rencontre aussi, mais je crois que j'avais eu l'occasion d'en parler, avec un centre culturel français installé là, avec à sa tête une Russe d'origine qui avait épousé un Ouzbek et qui est là depuis très longtemps, qui est orthodoxe elle. Il y a toute une population russe, russophone encore aujourd'hui. En Ouzbékistan, et donc on a été accueillis dans ce centre culturel français, dans une toute petite médersa, la plus petite d'Asie centrale d'ailleurs. C'est une petite cour octogonale magnifique, restaurée par une association française du reste, et on a eu un moment d'échange, de partage tout à fait étonnant, avec des étudiants français qui sont venus à cette occasion pour nous rencontrer, pour nous accueillir. On a eu une présentation de ce centre culturel par Irina, et ensuite nous avons échangé avec ces jeunes gens ouzbeks qui ont des facilités pour apprendre les langues, qui aiment la France. Et j'ai en tête notamment une petite de 13 ans qui parlait déjà un français, mais presque comme vous et moi. Et c'est tout à fait étonnant, et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Voilà. Ouais, c'est impressionnant, autant de bonnes raisons d'aller en Ouzbékistan. Et puis, est-ce qu'on trouve le même accueil, la même francophilie alors en Syrie, qui est la destination du jour? Mais oui, alors vous avez raison de recentrer un petit peu le débat et d'aller vers là où nous devons aller, c'est-à-dire en Syrie. C'est vrai que la Syrie, c'est un pays à part. On est très très attachés chez Odeya avec en partenariat, avec SOS Chrétiens d'Orient et Benjamin Blanchard, qui depuis des années propose d'aller découvrir ce pays malgré la guerre que le pays a traversée pendant ces nombreuses années. Aujourd'hui, la situation est calme, j'ai envie de dire. La guerre est terminée, on peut le dire. Il n'y a plus de bombardements en Syrie, et donc on propose un voyage à la rencontre de ces Syriens, de ces chrétiens, de ces communautés qui ont beaucoup souffert bien sûr pendant la guerre, et ce qui permet de découvrir un pays certes affaibli, mais où il y a encore de l'espoir, et où il y a encore ces chrétiens qui sont là malgré tout ce qu'ils ont traversé. Et pour ces chrétiens d'Orient, c'est un signe d'espoir énorme d'avoir ces venues touristiques ou alors de chrétiens même qui viennent leur rendre visite. Alors quel est le programme là-bas? Qu'est-ce que vous avez C'est sûr que c'est pas un voyage comme les autres. C'est un voyage, j'ai envie de dire, un peu engagé, en tout cas avec beaucoup de rencontres sur place. Et c'est la grande particularité de ce voyage. J'ai eu déjà l'occasion de l'évoquer ici à l'antenne sur Radio Courtoisie, mais lors de ce voyage, par exemple, on va loger chez l'habitant à Maloula. Maloula, c'est ce village martyr qui a été reconstruit. Ça, c'est formidable en fait. Moi, j'ai vu Maloula à peine délivré, complètement abîmé par la guerre. Et puis aujourd'hui, c'est une petite perle à nouveau qui a retrouvé sa quiétude. Les églises ont été restaurées. En réalité, c'est très beau parce qu'on voit
que la vie continue et on restaure, on réaménage, on revient. Il y a une grande partie des familles de Maaloula où on parle l'araméen, la langue du Christ, encore aujourd'hui, en 2024, ce village a repris vie. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que le fait que des Français, des visiteurs viennent leur rendre visite, les voir et loger chez eux, c'est la grande particularité. On loge chez les habitants de Maaloula. C'est un moment hors du temps, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout dans les voyages touristiques classiques. Qui va dormir chez l'habitant dans un pays tel que la Syrie ? Nous le proposons et c'est un des moments forts, j'ai envie de dire, de ce voyage. Alors, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de rencontres sur place, notamment à l'évêché, à Alep. Par exemple, on rencontre aussi la communauté du Père Paolo à Marmoussa. Marmoussa, c'est Saint-Moïse, qui est un endroit absolument merveilleux. C'est un ancien poste de garde, si vous voulez, du limès romain sur la route caravanière de Palmyre. Tout ça, ça fait rêver, bien sûr. Vous voyez, on parlait d'Asie centrale avec l'Ouzbékistan. Toutes ces routes commerciales convergeaient vers justement l'Asie centrale et en tout cas l'extrême-orient. Et toujours est-il que ce fort du limès romain avait été transformé par les premiers chrétiens en monastère. C'est sublime, c'est un très très bel endroit. On y accède à pied, il y a une demi-heure de marche, même à la fin il y a des marches, c'est le cas de le dire, un escalier. Et on rencontre cette communauté très particulière peut-être, mais très touchante et qui avait été fondée par le Père Paolo et qui a été tué pendant la guerre. Donc ce sont des témoignages, si vous voulez, assez saisissants, étonnants. Ça, c'est pas un voyage classique, voilà. Et c'est vrai que de toute façon, alors c'est pas un voyage classique, mais après on fait des visites et on a une idée peut-être assez fausse de la Syrie. On a l'impression que tout est ravagé, tout est rasé. Absolument pas, absolument pas. Damas, finalement, le centre de Damas a très peu souffert de la guerre, tant mieux. Parce qu'on peut y voir bien sûr la grande mosquée, le quartier de Souleymanié, les quartiers chrétiens, avec la maison d'Anani où Saint Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Vous savez qu'il a été terrassé et ensuite il est parti, il a été recueilli chez Anani et là des écailles lui sont tombées des yeux, il a trouvé la foi. Et on voit également bien sûr la tour d'où il s'est enfui en descendant d'un panier. Tout cela, ce n'est pas de la légende, ce sont des Fioretti peut-être, mais en tout cas c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Donc ce sont des faits qui se sont réellement déroulés et quand on est sur place, tout prend un autre relief en réalité. En parlant aussi, par exemple, du tombeau de Saint-Jean-Baptiste qui est présent à la mosquée des Omeyyades. C'est incroyable, on est au plus proche des racines chrétiennes. Bien sûr, parce que la mosquée des Omeyyades, avant d'être mosquée, était une cathédrale. Et n'oublions pas que le christianisme s'est développé en premier lieu en Orient, beaucoup plus rapidement qu'en Occident. C'est sûr, il y avait cette proximité de toute façon avec Jérusalem. On n'est pas loin de Jérusalem en étant à Damas. Aujourd'hui, vous avez des frontières absolument hermétiquement fermées, mais il y a peu de temps, finalement, on pouvait circuler d'une ville à l'autre absolument sans problème. Alors en tout cas de Damas, on poursuivra, donc on le disait, vers Maaloula, vers Marmoussa, et puis bien sûr l'un des temps forts, il y a plusieurs temps forts, enfin tout est temps fort si on veut, parce qu'on poursuit vers Alep, cette cité martyre. Et là encore, moi qui suis allée à Alep pendant la guerre, finalement j'étais très surprise de voir que malgré la guerre qui était là, tout n'était pas rasé du tout. Malheureusement, il y a des quartiers de la vieille ville qui, eux, ont beaucoup souffert, c'est vrai. Et la ligne de démarcation a passé notamment dans ce vieux quartier chrétien de Jdaïdé. Mais tout n'est pas détruit, loin de là. Et c'est une ville absolument sublime, qui reste très belle, qui est déjà en cours de reconstruction. En fait, ce qui est très, très marquant pour nous qui ne connaissons pas la guerre, c'est de voir à quel point la vie reprend le dessus. Et dès que les bombardements s'arrêtent, paf, on reconstruit tout de suite, on restaure. C'est incroyable parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de discours, notamment sur la Syrie. On pense à une zone rouge, etc. Et là, vous donnez la possibilité, alors j'imagine que c'est compliqué aussi d'obtenir un visa, peut-être qu'on peut en dire un mot, mais vous donnez la possibilité inouïe, franchement, à des Français de venir découvrir la Syrie et notamment des sites exceptionnels, le Crac des Chevaliers, Palmyre, vous en parliez tout à l'heure, c'est exceptionnel. Oui, alors c'est sûr qu'on passait bien sûr aussi par le Crac des Chevaliers.
intact, qui n'a pas apparu. Je crois qu'il y a une roquette qui est tombée sur un petit arc à ogive là, de la cour du Crac. Mais sinon, c'est fabuleux d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'en Occident, on n'a pas de châteaux forts aussi imposants et aussi bien conservés. Et tout cela a été construit, bien sûr, par les hospitaliers de Saint-Jean. Donc, on se replonge dans l'histoire, dans le passé, dans ce passé des croisades. C'est tout à fait étonnant. Et puis, vous avez raison d'évoquer Palmyre. Palmyre qui est cette perle du désert, ce site archéologique extraordinaire qui a souffert, là encore, de Daesh, c'est vrai. Mais pour celui qui arrive, qui n'a jamais vu Palmyre, on reste saisi par ces kilomètres de colonnades, par ce site vraiment très très beau. Et après, on nous dit, voilà, à tel endroit, il y avait le temple de Baal qui a été détruit. Et oui, c'est vrai, on nous montre la photo d'avant et la photo de maintenant. Maintenant, il y a un tas de pierres, mais ça reste dans l'esprit du site archéologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ben, c'est très beau. Et puis, on fait des rencontres extraordinaires. Moi, j'ai ce souvenir très précis de la première fois où nous sommes retournés donc à Palmyre. C'était en 2019 avec Benjamin Blanchard et tout un groupe. C'était un voyage absolument formidable. Juste après la chute de Daesh, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, je pense que nous étions les premiers de retour en tant qu'agence et en tant que groupe à Palmyre. Et je me souviens d'un Syrien âgé, très digne, et qui avait les larmes aux yeux, mais alors d'une manière vraiment extrêmement digne, et qui avait les larmes aux yeux, qui était touché de nous voir. Et en fait, on a cet accueil-là, on sent que ce n'est le fait d'aller sur place, de rendre visite, c'est un véritable soutien à un tout petit niveau, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui marque les gens. Moi, j'ai ce souvenir aussi au pied du Crac des Chevaliers, nous en parlions. Il y a une Marmarita, là, un village avec un hôtel, et nous avions été logés là. Et la propriétaire de cet hôtel nous avait, le jour du départ, fait passer des petites boîtes de gâteaux absolument délicieuses, avec un mot, mais très touchant, qui nous disait, mais j'en avais les larmes aux yeux moi-même, qui nous disait à quel point la situation était difficile, mais que notre venue leur donnait grand espoir. Ça paraît dérisoire, mais c'est peut-être vrai à un tout petit niveau. Voilà. Ouais, j'imagine que nos auditeurs ont énormément de questions, donc je vais essayer de porter leur voix. Déjà, ce voyage aura lieu du lundi 7 au mercredi 16 octobre 2024. Où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, et surtout, quel climat fera-t-il à cette époque ? Est-ce qu'ils peuvent mettre dans leur valise toutes les infos pratiques ? Alors, vous avez raison d'en parler. Donc, on peut retrouver toutes les informations et le programme sur www.odeia.fr. On peut nous appeler aussi au 01 44 09 48 68. Ce programme, il est un peu particulier parce que là, contrairement à l'an dernier, on continuera vers le nord de la Syrie, vers Latakia, vers d'autres châteaux. Le château de Saône, d'autres châteaux des croisés, notamment le château de Saône, qui est extraordinaire, que personne ne connaît, mais qui est encore peut-être plus imposant et plus impressionnant et tout aussi bien conservé que le château des Cracs des Chevaliers. Donc il y a tout un programme vraiment magnifique. Alors, pour répondre à une question précise et d'organisation, nous nous occupons des visas qui ne sont pas aisés à obtenir par soi-même et en groupe. Nous, on sait faire, voilà, c'est notre métier, tant mieux. Et puis, il faut s'inscrire en revanche avant la fin juillet 2024, parce que justement, il y a besoin d'un délai d'obtention des visas. Et il suffit de s'inscrire, d'avoir un passeport valide 6 mois après la date du retour, sans tampon israélien, évidemment. Ouais. Mais tout cela est précisé. Et puis c'est parti. C'est assez simple. On atterrit à Beyrouth, et puis on fait la route vers Damas. Et donc, il y voilà. a un petit tour aussi au Liban, alors, si je comprends bien. On est obligé de traverser le Liban. En fait, il n'y a pas de vols internationaux qui permettent, en tout cas depuis l'Europe, de rejoindre la Syrie. Donc, on passe par Beyrouth. On traverse la plaine de la Beka, tout ça c'est tout petit, et on y arrive très, très rapidement. Voilà. C'est une pierre de coups d'une certaine façon. Et alors, dernier mot, à l'automne justement, alors qu'est-ce qu'ils peuvent prendre dans leur valise ? C'est la bonne saison, c'est la très belle saison. Le mois d'octobre en Orient, il fait beau, il y a grand soleil, la lumière est très belle, ça c'est certain. C'est l'une des meilleures saisons. Le printemps est plus instable, vous voyez, il peut pleuvoir au printemps, en avril-mai. Là, en octobre, c'est encore l'été, mais sans les fortes chaleurs, donc c'est absolument idéal. Je vous invite à
venir nous rejoindre, Marie. C'est un voyage tout à fait exceptionnel. Franchement, j'aimerais bien être dévote. Merci infiniment, Sophie Mageran, pour ce voyage. Je rappelle qu'il est donc en partenariat avec SOS Chrétiens d'Orient. C'est une chance de pouvoir aller découvrir la Syrie qu'on croit ravagée, mais qui a encore d'énormes trésors à vous proposer. Et c'est donc Odeya qui vous le propose du 7 au 16 octobre 2024. Je vous invite à regarder leur site internet avec toutes les informations. Merci encore, Sophie Mageran. Merci, Marie. À la semaine prochaine.